la partie haute de la oui. ville. Hein, c'est toujours ça a toujours été la partie la plus difficile à distribuer en eau à l'époque, hein, parce que maintenant on a d'autres réservoirs, d'autres comme les châteaux d'eau. Voilà, les réservoirs du Sahel et autres, tout à fait. Alors, quand même, vous segmentez, je dirais, 4 périodes essentielles du XVIe siècle. 16e, 17e, bon, c'est, je dirais, les grands travaux. Tout à fait. Égouts, les 4 aqueducs que vous citez. Vraiment, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais effectivement, il y avait les 4 grands aqueducs qui vont commencer à être en place. Ensuite, vous dites, 17e, on s'occupait des fontaines. Là c'est la grande période des fontaines. C'est la grande période d'édification des fontaines dans la ville, tout à fait. Les fontaines publiques. Fontaines publiques, oui. Il faut savoir que l'eau n'allait pas dans les maisons. On avait pour les charges ménagères, on avait la citerne et le puits, mais pour boire, on allait ramener l'eau des fontaines publiques. Et chacune avait un goût. Ben oui, j'aime bien. Tout à fait, parce que le surplus qui coule, il faut qu'il aille quelque part. Oui. Parce que, et puis aussi, aux portes, il ne faut pas oublier aussi qu'on avait des fontaines avec abreuvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier les animaux. Ah oui, qui boivent. Tout à fait. Jusqu'à présent, on a toujours l'âne qui nettoie la ville. Oui. Parce que c'est l'âne qui fait office de... On ne peut pas transporter dans ces chemins escarpés. Donc, alors, et puis, au niveau architectural, vous dites, toutes les fontaines sont adossées, elles ne sont jamais au milieu, évidemment, parce qu'il y a manque de place. On ne peut pas. Il y en a une, vous en citez celle une. sur la place, en face de la Toutes les autres, c'est plus un jet d'eau en réalité qu'une fontaine, mais toutes les fontaines, voilà, adossées, et généralement à un carrefour, pour pas qu'on perde de place. Oui, tout à fait. Et alors, vous les citez, bon, c'est une joie de lire dans votre ouvrage, non mais c'est vrai, parce que vous dites, quelle merveille c'était ces fontaines, parce qu'il y en avait qui avaient une décoration, il y en avait qui étaient très simples, il y en avait qui étaient vraiment luxueuses, celles qui étaient près des mosquées, vous dites, elles servaient en même temps pour les ablutions, chacun avait une sorte de rôle. Et disons que la richesse, elle n'est pas que dans leur architecture, même leur dénomination. Vous avez des noms. Ain Lahjadel, vous avez Ain Latash, ça veut dire elle était très peu. Ain Latash, c'est l'inverse de Charchar. Charchar, c'est l'eau qui coule en cascade. Là, elle devait couler peut-être avec un petit filet, certainement. Tout à fait, elle devait être chiche en eau. Il y a celle qui est très cristalline, qui est beaucoup plus pure. Il y en a une qui est plus ferrugineuse que l'autre. Donc il y a qu'on appelle ça, des propriétés que les gens connaissaient. Il y a même, je crois, si mes souvenirs sont bons, une qui s'appelle celle des feignants. Ou quelque chose ça, c'est la mosquée des feignants. C'est la mosquée des feignants. Pourquoi des dénominations comme ça? C'est magnifique, hein, la toponymie. Oui, c'est passionnant. Écoutez, c'est passionnant. Moi, j'ai 2 amis qui sont des spécialistes de ce qu'on appelle, d'une façon générale, l'onomastique. C'est une merveille et c'est très peu étudié chez nous. Malheureusement, pour savoir d'où viennent les appellations. D'où viennent les appellations. Chaque fois que j'ai pu trouver, bon, c'est vrai que je me suis attachée beaucoup aux formes architecturales, etc., mais chaque fois que j'ai pu piocher, comprendre une dénomination, je l'ai fait parce que c'est vraiment un plaisir. C'est comme quand on dit Arbatash. Qu'est-ce que c'est qu'Arbatash? Arbatash, c'est mjaz, c'est-à-dire qu'il y avait 14 guets pour passer. C'est ça, voilà. On comprend la richesse de la toponymie. C'est pas gratuit comme ça. C'est pas gratuit. Absolument pas. C'est pas gratuit. Tout à fait. Il y a toujours, et puis c'est toujours le bon sens populaire. Hein. Et beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. Ou alors pour quelqu'un, un personnage qui peut être légendaire, généralement aussi. Bien sûr. Parce que vous attachez aussi l'idée, que je trouve excessivement intéressante, c'est l'eau chez nous, et dans la période que vous avez étudiée, l'eau est inséparable de la légende.
Tout à fait. Elle tout à fait partie Tout à fait. de la légende, obligatoirement. Mais regardez, quand on parle de la fontaine de l'Amirauté, elle a été classée fontaine de l'Amirauté. Mais les gens l'appellent, son nom populaire, c'est Ain Sidi Ibrahim. Eh oui. Parce que quand vous prenez les anciennes cartes postales, vous avez des flopées de femmes qui vont au mausolée de Sidi Ibrahim pour des raisons de fécondité, etc. Voilà, Et donc le nom de classement ne correspond pas forcément au nom voilà. populaire. Ouais. Donc c'est toute cette richesse. Et je pense aussi qu'il faut un peu démystifier ces appellations officielles, etc. Parce que bon, j'ai travaillé sur un manuscrit qui était écrit en parler algérois, Qanoun Aswaq li Madinat al-Jazair. Donc grâce à Saïdouni Nasreddin qui l'a mis sous forme plus lisible, plus accessible pour les chercheurs. Donc je lui rends encore hommage parce que c'est important de valoriser le travail des autres. Qui est sorti un excellent dictionnaire du parler algérois. Benjeneb. Oui, tout à fait. Benjeneb, excellentissime. Oui, tout à fait. Avec des proverbes aussi, c'est là adages. Aussi, quand je vous disais que j'essaie toujours de revenir au petit, à la dimension petite, c'est quand on dit, je me suis toujours demandé pourquoi les gens parlaient de shishma. Ouais. On dit shishma. Shishma, j'ai cherché chez Benjeneb, c'est cheshme, c'est la petite fontaine. Ah, c'est la petite fontaine. C'est la petite fontaine, c'est un mot donc, qui revient donc d'origine turque et persan, c'est cheshme. Parce qu'il y a des grades de fontaines dans l'Empire. Oui, bien sûr. Il y a la fontaine d'ablution, il y a la fontaine monumentale, le chat d'Irouan, etc. Et puis la toute petite fontaine du quartier, voilà. pratiquement. Et puis celle des toilettes que chez nous, il y a encore des gens qui disent shishma, donc dans le parler populaire. Donc pour les toilettes, ils diront shishma. Du tout. Oui, franchement, j'ignorais que ça se voulait dire. C'est passionnant c'est passionnant le langage populaire. Alors, il faut savoir que sans eau, évidemment, des dizaines de métiers n'existeraient pas. Vous en parlez, vous dites attention, c'est excessivement important parce que la richesse d'Alger, de cette période-là, bien sûr, on sait que c'est la course, le commerce, les exportations, etc. Mais Alger est connu pour ses artisans, pour aussi ses exportations, etc. Mais pour ça, il faut de l'eau, et beaucoup d'eau. Et donc, ce qui pouvait aussi, quelque part, faire des produits, disons, je vais être large en disant industrialisés, mais semi, hein, c'est les moulins. Tout à fait. Ah, ça aussi. Alors, moi, j'imaginais, à part l'auberge du moulin, vous devez avoir un moulin. Oui, hein. toujours, enfin, c'est celui de Chiraga. Enfin, quand on dit le jardin du moulin en face, près de la Défense. Exactement. Toujours le jardin du moulin, c'est qu'il y avait un moulin, bien sûr. Bon. Il existait. Alors, effectivement, c'est toujours assez étonnant de savoir qu'il y avait des moulins à Alger. Et quand on dit moulin, attention, hein, ce n'est pas simplement de meunerie. Hein. Il y a des moulins concernant la meunerie, hein, meunier Tudor, mais il y a aussi des moulins, pour la plupart, qui servent à la fabrication des matériaux de construction, du fer, même de la poudre. De la poudre à canon, oui, il en faut. Attention, le dé d'Alger avait un moulin qui, pour la fabrication de la poudre, c'est pas n'importe quoi. Donc essentiel. Hein. Ça, qu'est-ce qui reste comme vestige de moulin à Alger? Pratiquement rien. Pratiquement rien, oui. Pratiquement rien. Il y en avait un justement pas loin de l'aqueduc de Bnimsous. Il y en avait un sur l'oued de Bnimsous. Oui. Mais l'oued Knis était très riche en moulins. Mais bon, là, il y a Abdelrahman Zakat qui m'a dit qu'il y en avait encore un. Donc à oued Knis, dans les environs. Donc il faut que je le voie. Oui, effectivement. On s'appuie toujours sur le travail des autres. Hein, donc, de toute façon, la mémoire, c'est ça. Lavoisier. Hein. Oui, la mémoire, c'est ça. Donc, absolument. Hein, je n'ai pas eu le temps de le questionner sur ce moulin, mais je suis en quête. Zakat, notre cher ami, et qui est toujours plein de curiosité, qui va fouiner, c'est le plus grand fouineur de l'Algérie, mais c'est formidable pour cela. Qui n'hésite jamais à faire part sur les réseaux sociaux
de ces découvertes, et c'est tant mieux. Ouais. Et ben voilà, on sait qu'il y aura peut-être un moulin, oui, il y aura quelques Oui. restes qui permettraient de... Oui, peut-être. Oui. Alors, vous terminez. J'aurais bien aimé alors, excusez-moi, avant de passer à cela. Très riche iconographie, parce que vous dites, à juste titre, que bon, on peut s'appuyer sur les archives écrites, qui sont, comme on l'a vu, soit d'ordre de l'ancien colonisateur, soit de la période ottomane elle-même, ou d'autres. Mais heureusement que nous avons des gravures, des photos, des peintures aussi, même si elles peuvent paraître orientalisantes, etc., mais qui quelquefois nous donnent... Parce qu'il y a des peintures qui vous ont... vous vous êtes dit, tiens, cette fontaine, je crois savoir que c'est la fontaine Intel, qui a disparu peut-être, mais c'est telle qu'elle a été décrite. Eh ben, ça doit être celle-là. Tout à fait. Surtout pour les fontaines dans la ville, parce que... Qu'est-ce qui reste comme fontaine aujourd'hui? Il en reste à peine... De cette période-là. Très peu, très peu. De ces 3-4 siècles. Très peu, il a très peu. Un dixième, même pas. Même pas. Il en reste peut-être 10 en comptant la fontaine de la Mirotée. Et il y en avait combien à l'époque? Il y en avait au moins 150. 150. Au moins 150 fontaines publiques. Oui, fontaines publiques, oui. Il en reste presque plus. Bon, vous avez Bir Djebbah, Ain Mzouqa, Bir Shbana. Oui, mais vous avez Ain Jama al-Akhdar qui était très belle, qui a disparu. Vous avez Ain Souq al-Jama'a qui existe encore, mais sans son auvent. Elle avait un auvent en cèdre, qui a disparu. Et ça, c'est en voyant les anciennes photos qu'on peut se rendre compte. Bon, vous avez celle de la mosquée de Ali Bichin, elle existe encore, donc elle a été restaurée il n'y a pas très longtemps. Mais et puis certaines sont emmurées. Bon, on voit encore les traces du bassin au sol, comme Ain el-Hjadel, c'est tout à fait en haut de la ville. Elle pourrait très bien faire l'objet d'une restauration, oui. Mais ça qui ne veut pas dire qu'il faut la refaire à l'identique, mais faire un clin d'œil à l'histoire, montrer qu'ici, il y avait une fontaine et que c'est toujours utile, quand on grimpe jusqu'en haut, d'avoir un point d'eau. Hein. Ça, c'est toujours utile. Bien sûr. Oui, et puis pourquoi pas construire peut-être des fontaines sous forme plus ou moins moderne, en confiance là, puisque vous avez enseigné à l'École supérieure des beaux-arts. Pour les étudiants, ce serait magnifique. Tout à fait. Parce qu'en fin de compte, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que c'est culturel et je dirais presque religieux, parce que l'eau, la propreté, c'est avant tout la propreté, etc., qu'il y ait des fontaines beaucoup plus que... je dirais, c'est pas pour dire du mal de nos amis norvégiens, hein, tout à fait. mais c'est pas dans leur culture, je veux dire, d'avoir des... Alors que dans le monde arabe, effectivement, une ville, c'est pour beaucoup une fontaine, comme dans les pays méditerranéens. Dans tous les pays chauds, bien sûr. C'est logique. Hein. Oui. Bon, je vois vraiment pas pourquoi il n'y aurait pas aussi l'idée de construire des fontaines, même de type moderne. De les reprendre et de faire un clin d'œil à l'histoire, de fontaines anecdotiques ou de... Tout à fait, je suis tout à fait... Et puis ça agrémente les parcours, puis dire, reprendre le nom, reprendre le nom de cette fontaine et faire un clin d'œil à l'histoire, même si après on peut avoir une fontaine à la Miro tout à fait moderne, juste une bouche ou juste une... de toute façon, ces mêmes fontaines qui étaient au 15e ou surtout au 17e siècle, elles ont été modifiées etc. au fur et à mesure du temps, à mon avis, elles ont été réhabilitées. Tout à fait. Parce que ça devait être de très anciennes fontaines qui pouvaient peut-être dater du 10e siècle. Hein, et puis la période ottomane les a réhabilitées à la mode mauresque. Tout à fait. Chaque campagne d'embellissement fait des modifications. Donc, vous avez Ain Sidi Mohamed Cherif, elle a été mise en valeur par le comité du Vieil Alger, à l'époque par Henri Klein. Vous avez vous avez la céramique, elle est de Langlois, et vous avez une calligraphie je ne me rappelle plus quelqu'un qui a fait une calligraphie au milieu, donc Omar, je ne me rappelle plus. Oui, on peut faire un mariage heureux, effectivement. Tout à fait.
puisque Pour celles qui ont disparu, où il reste l'empreinte, c'est ça. On peut toujours faire quelque chose. Parce que ce sont des lieux de passage Tout à fait. excessivement importants. Ça, vous le dites. Dites attention, ce n'est pas seulement un Oui. lieu, la fontaine, où on allait se rafraîchir, mettre de l'eau sur son visage s'il faisait chaud, ou prendre une écuelle et boire. C'était aussi un lieu de rencontre. C'est l'endroit où on prend la photo aussi. Ah oui. C'est pas pour, c'est pas pour rien que. Il y a tellement de photos de personnes. Non, mais il y en a qui sont naturels. Moi, j'ai vu des gens prendre leurs photos là-bas. C'est comme quand c'est pour la Dolce Vita. Ben voilà, la fontaine de Trévi. Tout à fait. Ou à Steve. Tout à fait, il faut voir, oui, tout à fait. Il faut voir à Steve. Voilà, on va prendre sa photo là-bas. Si on n'y va pas, franchement. C'est aussi ça la valeur du patrimoine, il faut l'utiliser. Tout à fait. Hein. C'est en même temps un lieu qui identifie le fait que, bon, ben voilà, ça a existé, ça existera toujours, ça sera, on l'espère, pérenne pour nos petits-enfants, en disant, ah là là, t'as vu grand-père avec la fontaine, là, etc. Bon, elle est encore là, la fontaine. Hein. Oui. C'est comme pour la fontaine de Malakoff, là, même si elle est néo-mauresque, mais c'est un prolongement du café. Bien sûr, mais tout à fait. L'un sans l'autre n'irait pas. En tout cas, merci mille fois Dalila Ouzidane pour cet ouvrage dont je rappelle le titre, Aqueduc, fontaine, puits, citerne, les eaux d'Alger sous la régence ottomane, 16e, 19e siècle, paru aux éditions Delibes, chapeau aux éditions Delibes, parce que